Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sans langue de bois. Le Bénin va bien, du moins au dire des chiffres macroéconomiques. Le gouvernement s'en félicite et affiche fièrement les indicateurs d'organismes internationaux comme le Fonds monétaire international. Mais difficile de rester concentré sur la trésorerie publique car pendant que le FMI s'intéresse à notre caisse, notre économie, et la trouve soutenable, notre dette entre autres, d'autres organismes nationaux comme internationaux observent d'autres indicateurs. Dans les rues de nos villes, les Béninois devront s'habituer aux dispositifs militaires qui s'y déploient de plus en plus. Depuis hier, le décor est renchéri par les bérets rouges, non pas les sapeurs-pompiers, mais les commandos, les paracommandos, la police, elle est reléguée au second rang. L'ennemi à abattre semble être de taille pour nécessiter la sortie des forces de défense de leur caserne. Et elles aussi semblent ne pas se faire prier. Dans nos têtes résonnent encore les coups de feu entendus à Kadiaon. Dans nos mémoires, les images de ces Béninois abattus à balles réelles résistent à l'oubli. À Kadiaon, justement, la résidence de l'ancien président de la République bénéficie d'une surveillance particulière. Pour accéder à son domicile, il faudra s'expliquer aux policiers en faction qui peuvent vous opposer un refus de continuer, comme il en a été le cas avec un avocat récemment. Sous d'autres sillons, on pouvait déjà parler d'état d'urgence, mais les autorités béninoises s'en défendent. Aucun état d'urgence. Tout va bien. Pendant ce temps, d'autres Béninois sont interpellés. On parle d'enlèvement, on parle d'arrestation. Certains sous convocation, d'autres sont déposés en prison en attendant leur comparution pour des procès. Nous allons avoir l'avis d'un spécialiste ce matin. Il a encore répondu à notre invitation. Maître Paul Katoatita, bonjour. Bonjour. Vous avez certainement observé le dispositif que je décrivais en introduction pour ne trahir aucun secret. Hier nuit, vous me soumettiez vos inquiétudes sur votre arrivée ou non ce matin, parce que des commandos ont commencé par faire éruption dans nos villes, dans nos quartiers. Est-ce que tout ça, c'est des choses qu'on observe en temps normal? Si on devrait décrire le Bénin aujourd'hui, comment le présenterait-on à la face du monde? Disons que la particularité aujourd'hui dans le pays par rapport au dispositif sécuritaire, qui est une particularité de renforcement. Je ne vais pas trop épiloguer sur ça. J'ai le sentiment que tout ceci évolue tout simplement vers la prise de mesures exceptionnelles par le gouvernement par rapport à la protection de l'ordre public et qui a des impacts directs sur la liberté, les droits essentiels des citoyens. Ce ne sont que des choses que l'on retrouve dans des États, dans des pays où il y a une mesure d'urgence. L'état d'urgence est décrété, l'état de siège est décrété, et ce n'est que ça. Le reste, ce n'est pas la peine. Il faut sortir de l'hypocrisie, je l'ai dit, il faut sortir de l'hypocrisie et dire ce que cela vaut réellement. Nous sommes dans un contexte d'état d'urgence, tout simplement. Et quand on doit se retrouver dans ce contexte, s'il n'y a pas de dispositions qui sont prises pour qu'officiellement les citoyens de ce pays savent qu'il y a ces mesures particulières qui sont en vigueur désormais? Les mesures d'exception qui peuvent être prises par un État dans des cas, dans des situations données et qui se ramènent soit à la proclamation d'état d'urgence, tout ça. Et disons que les conventions internationales ont réglementé. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a prévu les mécanismes. Et dans le principe, la prise d'une telle décision n'est pas en fait illégale, puisqu'il est autorisé. C'est autorisé. Mais autorisé sous contrôle, autorisé sous contrainte. Et donc, sur la question de forme, déjà a priori, on peut s'étonner de ce qui se passe au Bénin. Ça n'a pas été décrété officiellement, mais les actes matériels sur le terrain vont dans ce sens. Et quand on observe ça, quand on est citoyen de ce pays, est-ce qu'au plan international, il y a des démarches à mener tout au moins pour que les gens constatent de fait cet état d'urgence qui est décrété sans qu'on en donne des signaux? Je dois vous dire que ce qui se passe actuellement au Bénin, il faut d'abord relativiser ça. Ce n'est pas
une particularité du Bénin, c'est en général dans les États qui ont cette habitude-là. Ils ont cette habitude-là de ne pas décréter officiellement qu'ils sont en état d'urgence et tout ça, parce qu'ils veulent préserver leur image au niveau du droit international, de la communauté internationale, mais ça n'aboutit pas toujours au résultat escompté, parce que les populations savent à l'intérieur qu'ils sont désormais soumis à des contraintes. Et cela pose toujours un problème pour les gouvernants. Et vouloir sauvegarder l'image et vouloir camoufler une disposition légale, disposition interne gouvernementale qui restreint la liberté des citoyens, oui, mais au-delà du droit international, il faut des formalités, il faut rendre ça public pour permettre aux citoyens et aux organismes appropriés de pouvoir exercer leur contrôle. Parce que c'est limiter les droits des citoyens, c'est quelque chose de grave. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tout de même si l'État officiellement n'a pas décrété cet état d'urgence, cet état de siège, les Béninois à l'interne ont des raisons de donner une bonne foi au gouvernement qui prend ces mesures? Est-ce qu'à l'interne, les conditions sont réunies aux yeux de ce que prévoit la loi, à l'international aussi, pour qu'on dise attention, telles conditions sont réunies, alors nous sommes dans l'état d'urgence, on peut y aller, le gouvernement peut-il justifier ces mesures d'exception qui sont prises? Et je dis ceci, dans le contexte béninois, la question que vous posez ramène à revenir à l'origine de la crise. Parce que ce n'est pas la peine de cacher aux Béninois qu'il y a crise. Il y a une crise, ce n'est pas la peine de le cacher, les Béninois savent qu'il y a crise. Lorsque vous voyez des militaires pêle-mêle en faction dans les rues, dans les vents, dans les villages, dans les quartiers, même dans des zones inhabituelles, on n'a pas l'habitude de les voir. Et lorsque vous les voyez lourdement armés, lorsque vous voyez des véhicules militaires, des véhicules de guerre, pour ne pas tout ça là qui circule pêle-mêle, lorsque les populations voient ça, il a la frayeur, il a la peur qu'ils les prennent, ils ne sont pas habitués à ça. Mais on leur aurait dit que qu'il y a eu un changement dans le comportement. Mais on ne l'a pas dit, mais ils savent qu'il y a un changement, ils le constatent. Et vous voyez les personnes qui sont interpellées, les convocations tous azimuts qui sont données dans les commissariats, tout ça rentre dans des mesures, on dirait des mesures préventives, parce qu'on suspecte telle personne qu'il est en mesure d'aller organiser un groupe de manifestants, il faut anticiper, l'appeler à l'avance, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on constate lorsqu'il y a un état d'urgence, et ce n'est pas des choses habituelles. C'est-à-dire des dispositions musclées, une protection musclée de l'ordre public. Mais quand on prend le cas du Bénin, d'où tout cela est venu, c'est venu d'une crise politique, c'est venu d'une crise électorale, c'est venu de 2 lois électorales. Souvenez-vous, j'ai toujours dit ici, sur votre plateau, toutes les fois que le chef de l'État n'a pas de problème, si ce n'est que son page. Mais les problèmes qu'il va rencontrer vont se retrouver au niveau des réformes. Et j'ai dit, les faits ne m'ont pas démenti jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est au niveau de ces 2 lois. Et ces 2 lois s'inscrivent dans le cadre d'une crise politique. Alors là, je dis, ça, c'est très important. Mettre les militaires pêle-mêle dans la rue, décréter ou ne pas décréter l'état d'urgence, mais poser des actes dans l'état d'urgence, dans un contexte de crise politique électorale, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça fait toujours laisser transparaître au plan, évidemment, au plan national, on peut ne pas s'en rendre compte au niveau des institutions. Mais au niveau des institutions internationales, des juridictions internationales ou des institutions internationales, il y a une présomption de responsabilité. C'est-à-dire que vous privez vos populations d'un droit, elles le réclament, et vous exercez sur eux l'autorité suprême, la pression suprême, le recours à la force pour les faire taire. C'est grave. Aujourd'hui, on ne s'en aperçoit pas. Mais lorsque vous rentrez, moi en tant que juriste, vous rentrez dans les décisions des divers tribunaux internationaux qui ont eu à connaître des pays dans lesquels il y a des crises, où on a dû attraire quelqu'un pour crime contre l'humanité, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Et qui sont des éléments déterminants d'appréciation de responsabilité. Si vous n'aviez pas l'intention de faire ci, de faire ça,
Pourquoi vous avez voulu semer la terreur en amenant des armes, l'armée, la police, sur l'ensemble quadrillé, et qui font ci, qui font ça? C'est que vous avez une intention. C'est que vous êtes déterminé à faire quelque chose. Parce que vous n'ignorez pas que ce que réclament les intéressés, c'est un droit politique. Ils veulent participer à la gestion de l'État. Vous les en empêchez au moyen de lois. Mais toutes les lois ne sont pas des lois démocratiques. Il y a des lois injustes. Quand j'entends dire certaines personnes que nous sommes dans la légalité, mais non. Il faut aller lire Montesquieu sur l'esprit des lois. Toutes les lois ne sont pas des lois démocratiques. Et le moment venu, au niveau des institutions internationales, des institutions internationales, ils vont vous décortiquer que c'est lois dont vous prévalez. Il ne suffira pas de dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui a voté. Non, il faut la majorité importante. Ils vont vous décortiquer que ces lois ont été prises dans un plan concerté d'arriver à un résultat donné. Et que ces lois vous ont permis effectivement d'arriver à ce résultat concerté, prémédité, conçu à l'avance. Et la réaction était les insurrections, la réaction était les actes de violence, et de votre part, la réaction était la terreur par l'armée. Alors donc, moi, je me sens un peu dérangé. Au Bénin, nous avons des intellectuels. Hein. Le Bénin est regorgé d'intellectuels qui analysent et qui savent. Et on ne comprend pas comment de telles choses peuvent se passer, comment les gouvernants béninois peuvent se trouver dans une situation comme ça, une situation malheureuse à la limite. Donc, ce n'est pas une question de légalité interne, mais c'est d'aller à la cause du problème. La cause du problème n'est pas tolérable, tout simplement. Elle n'est pas tolérable, dites-vous, le gouvernement peut avancer des arguments... Au plan du droit, hein, je le dis, parce que ce n'est pas la politique mon problème. Au plan du droit, au plan de l'analyse des décisions de justice internationale, la cause n'est pas tolérable. Je parlais, je vous introduisais en parlant de spécialistes, vous êtes des questions de droit, vous êtes avocat, vous êtes spécialiste des droits humains aussi, il faut le dire en passant. On pourrait entendre du gouvernement que c'est parce que le gouvernement dispose d'un service de renseignement qu'il y a peut-être agression. On a lu récemment une lettre d'un maire qui parle de présence massive d'hommes armés dans une commune de notre pays. Le gouvernement ne peut-il pas prétester de ces informations qui lui seraient parvenues pour dire attention, je prends des mesures pour protéger les citoyens? Non. Ça ne peut pas. Ce serait superficiel. Tant que le gouvernement ne va pas se rappeler de la cause du mal. J'ai dit tout à l'heure que, écoutez, je vais vous l'expliquer plus. Tout ce qu'ils ont dit à l'Assemblée nationale là, pendant 3 ans, les démarches méthodiques de chacun des députés sur l'organisation, les lois qui sont votées, le fonctionnement des institutions, tout ça, le moment venu, va être passé au peigne fin au niveau des institutions internationales. Et si malheureusement, on se retrouvait devant les juridictions internationales, analyser pour détecter les intentions dès l'origine depuis 3 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Les intentions des uns et des autres depuis 3 ans, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'était pas conçu? Et qu'il a fallu une démarche méthodique pour en arriver là. Le rôle de chaque institution, ce que chaque institution aurait dû faire pour que la crise ne soit pas là, pour que les droits de l'homme qui sont aujourd'hui en ballottage ne le soient pas. Et où se trouve, pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que tout le monde au Bénin connaît la Constitution de 1990 et son préambule. Pourquoi vous en êtes écarté? Donc c'est un problème juridique profond, mais que les gens banalisent. Quand vous dites qu'on a parlé de gens massifs, autres dans le pays, je dis, il faut que les gens puissent avoir l'audace de dire certaines vérités aux gouvernants. Je vais vous donner un exemple tout simplement. Prenons le crime de terrorisme. Dans les années 60, 70, 60, lorsque les Nations Unies devraient délibérer sur ce crime, il a eu des problèmes. Il a eu des États, des peuples qui ont dit non, nous ne pouvons pas adhérer à ça. Parce que nous sommes dans un contexte où nous n'avons aucun moyen de nous défendre face à nos gouvernements que d'aller par des attentats. Nos gouvernants et surtout l'ANC en Afrique du Sud, ce sont les responsables de l'ANC qui ont le plus défendu la thèse
soutenus par la Russie et la Chine. Nous n'avons aucun moyen pour nous défendre. Nos gouvernants nous ont musclés. Nous n'avons aucune autorité à qui nous adresser pour que justice nous soit rendue. Donc, le seul moyen qui nous reste, c'est de poser des actes inattendus. Donc, nous ne pouvons pas adhérer à cette convention ni à ces résolutions. Et d'autres pays. Ce que je dis là, vous allez le voir dans le droit international, sur le crime de terrorisme, développer son origine, comment on en est arrivé aujourd'hui à le moderniser. Ce qui fait que même jusqu'à tout récemment, l'ANC figurait encore sur la liste des États-Unis comme étant un mouvement terroriste. Parce qu'ils n'ont pas rectifié dans leurs archives. C'est ça. Donc, si je me rapporte donc à ce que vous dites, il faut craindre que les gouvernants au Bénin aient créé un contexte tel que ceux qu'on appelle manifestants et autres, etc., n'ont pas eu d'autre possibilité que de partir à la manifestation. C'est comme si le gouvernement était responsable de et c'est ce que j'explique. Et c'est ce que j'explique, que la démarche au plan international ne sera pas la même que la démarche au plan national. Le juge national, l'institution nationale va analyser à sa manière. Mais au plan international, ce sera une démarche contraire. La responsabilité est toujours présumée et incombant au gouvernant dans le cas des problèmes politiques, des conflits politiques, des crises politiques. Parce que, qu'est-ce que vous aviez fait pour que les populations aient cette réaction-là? Ce que vous aviez fait, vous n'aurez pas dû le faire parce que vous saviez que c'est interdit. C'est vous qui aviez provoqué le mal. C'est une de la démarche au plan international et c'est la démarche, vrai, les juridictions pénales au plan international recueillent les éléments du droit, des droits de l'homme et ces deux droits liés. Ces deux droits liés. Vous prenez le cas de la crise en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil constitutionnel ivoirien, finalement, il est poursuivi. Il est poursuivi après avoir proclamé Gbagbo élu. Pour la simple raison qu'on a dit, tu n'aurais pas dû le faire. Parce que tu savais qu'il n'était pas l'élu. Pourquoi tu l'as fait? Tu as contribué à la crise. Il est poursuivi. Je ne sais pas ce que la poursuite est devenue pour lui aujourd'hui. Ça, c'est la démarche du droit international. Ça. Les Nations Unies ont réagi et ont contraint le gouvernement ivoirien à aller à sa poursuite. D'abord, il est revenu, il a anéanti lui-même la proclamation de Gbagbo pour faire valoir le droit international. Donc, je dis ce qui se passe dans notre pays, il faudrait l'analyser au plan juridique aussi bien, non pas seulement au plan de la légalité interne, mais surtout au plan de la légalité internationale. Sinon, beaucoup de gens seront surpris. Vous parlez de cette responsabilité qui serait du gouvernement avec les actes qui ont été posés depuis 3 ans à l'Assemblée nationale, qui étaient des actes qui préparent à la situation que nous remarquons actuelle. Ajouté à ça, moi je m'attendrais à ce qu'on dise que le niveau de responsabilité du gouvernement, c'est peut-être que des forces armées ont fait feu sur des manifestants. Je ne dis Parce pas que ce n'est pas une situation qui est une situation aggravante. Je ne dis pas que c'est une responsabilité du gouvernement, mais j'ai dit, les juridictions internationales, les institutions internationales dans leur démarche feront des analyses et vont en arriver là. Et pourraient en arriver là. Oui, en arriver là. Parce que leur démarche, c'est ça. À eux. Pour ceux qui ont fréquenté ces milieux-là, c'est leur démarche, ça. La recherche de responsabilité, c'est dans une crise comme celle-ci, dont la cause est politique, c'est toujours ça. Et cela vient s'aggraver par les feux à balles réelles. La vie humaine est sacrée. Prendre des fusils à balles réelles et tirer ouvertement sur l'être humain est indigne de l'humanité. C'est indigne de l'humanité. C'est choquant pour l'humanité. Celui qui tire ne pourrait pas prétester de la dangerosité de celui qui l'a en face pour dire j'ai des raisons de faire feu. Le droit international ne connaît pas ça. Même devant un terroriste, le droit international ne connaît pas ça. Attendez. Ceux qui ont manifesté les premiers 2 ou 3 ne sont pas des terroristes. Et la cause n'est pas la même. Aujourd'hui, le terrorisme a une cause différente. C'est du banditisme à la limite, ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme moderne. Ce qui n'était pas le cas dans les anciens temps, les années dont j'ai parlé, où on devrait voter des trucs de loi à l'Assemblée nationale, les débats sur le terrorisme. Alors, aujourd'hui, c'est différent. Le contexte du Bénin, aujourd'hui, est différent. C'est un motif politique, c'est-à-dire toute personne qui voudrait donner de consultation à nos dirigeants dans la situation actuelle du Bénin et qui se capterait du motif de la crise, les induirait en erreur. Ça, ce n'est pas possible. Les induirait en erreur dans leur comportement,
dans les mesures à prendre, à la limite, le déploiement renforcé de l'armée sur le territoire national va s'analyser le moment venu comme une situation aggravante. Une situation aggravante. Parce qu'à cause de la cause. C'est ça le problème. Ce n'est pas... Si vous ignorez la cause là, il faut que les gens aillent fouiller la jurisprudence internationale. Lire la doctrine internationale. La cause là n'est pas favorable au gouvernement. Au gouvernant. Nulle part. Nulle part. Nous avons commencé par parler de ces Béninois qui ont été tués. Ça revient à ce que je dis. C'est indigne qu'on puisse ouvrir le feu sur l'homme. Et c'est ça, c'est-à-dire que ces agissements dans des États où les forces de l'ordre ouvrent le feu, accidentellement, ça peut arriver, on comprendrait. Mais d'une manière systématique, sur des minutes, des heures, de façon continue, ça choque la morale humaine. D'où le crime contre l'humanité. Qui pourrait importer la responsabilité dans ce cas? Parce que les forces de l'ordre peuvent dire nous sommes sous ordre, si on nous dit de tirer, nous ne pouvons que tirer à exécution. La responsabilité, la jurisprudence internationale l'a établie. C'est encore ça le problème. Les gens n'ont pas besoin de dire c'est moi ou ce n'est pas moi. Il y a une hiérarchisation de la grille de ceux qui peuvent être responsables de ça. Et au plan international, on connaît. Le moment venu, on va demander l'organigramme. Et de l'organigramme, les gens vont dire c'est toi, il n'y a pas de problème. C'est à toi de te défendre. Donc, les forces de défense... Il y a une présomption de responsabilité qui est établie. On dit dans notre Constitution que lorsque vous recevez un ordre qui n'obéit pas à certains principes, vous êtes libre de respecter cela. Oui. Est-ce que les forces de l'ordre qui ouvrent le feu sur des manifestants ne peuvent pas prétester de ces dispositions-là et dire... Ils auraient pu dire non. Et tout cela va être analysé si jamais la crise du Bénin se poursuit. Ne coupe pas court rapidement. Si les hommes politiques ne trouvent pas la solution rapidement pour arrêter ça et remettre le pays dans le calme habituel, ça va se poursuivre et les violences vont continuer, les morts vont continuer. Nous allons en arriver là. On va leur demander un jour, mais la Constitution vous interdit, pourquoi vous l'avez fait? Alors, dans le contexte d'appréciation. Et je n'ai pas fini. Je vous dis, dans le contexte d'appréciation, le moment venu, tous ceux qui ont parlé à l'Assemblée là, tout ce que chacun dit là, il n'a qu'à savoir qu'un jour que ça va le rattraper. Hein. Dans le vote des lois, les déclarations que les uns et les autres font dans les villages, les campagnes, pour dire là, les gens qui parlent, tout ça, les juridictions, ils réclament et ils en obtiennent. Il faut que les gens fassent attention. Les copies des journaux qui rapportent les phrases des gens, tout ça. Tous ceux qui parlent là, qui disent de quoi là. Il ne faut pas qu'ils soient surpris. Et ceux qui disent des choses du genre ne sont pas que dans le camp, dans le camp du gouvernement. Tout ça. On a des hommes politiques de l'opposition qui descendent sur le terrain. Tout ça, les juridictions vont l'analyser. Et lorsqu'ils font l'option de la présomption de responsabilité sur le gouvernant, ça va se renforcer plus de l'autre côté là. Nous parlons d'état d'urgence, Maître Paul Kato-Atita. Ce cas, on ne peut pas ne pas l'évoquer à Kadiaon, la résidence de l'ancien président de la République. Pour y accéder depuis quelque temps, il faut devoir se soumettre à des fouilles des forces de sécurité, répondre à des questions. Ces forces de sécurité peuvent vous opposer. Donc, une fin de non-recevoir et dire que vous ne sauriez continuer parce qu'elles ont reçu un ordre de leur hiérarchie. Est-ce qu'un individu, sans qu'on ne lui notifie, pourrait voir sa résidence, je dis un individu, avant d'arriver au statut d'ancien président de la République, Kaboni Yahi. Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce cas où on prend quartier autour de votre résidence? Je vais vous dire quelque chose. C'est une mesure qui n'est pas prévue dans nos textes. C'est donc illégal. Qui relève d'une pratique. Il y avait une loi dans les années 60 qu'on a recueillie du colonisateur français qui permettait de mettre les gens de faire ce qu'ils appelaient l'internement administratif, qui est presque à la limite de mise en état de la résidence similaire. Mais cette loi a été abrogée. Je ne me rappelle plus dans quel contexte, peut-être avec le renouveau démocratique. Parce que sous la révolution du PRPB, il a toujours eu ça aussi. Il a eu ses internements administratifs.
Et les internés à l'époque étaient souvent gardés dans les maisons d'arrêt. Ce n'étaient pas des condamnés ni des prévenus, gardés dans les maisons d'arrêt. Et il fut des temps aussi où la résidence surveillée pour ces hautes personnalités, tout ça, c'était dans leur domicile ou dans des bâtiments, des lieux administratifs où ils sont gardés par la police ou l'armée, non pas dans les maisons d'arrêt. Mais si je prends le cas de Pierre Pébé, pour ce qui est certain dans mon esprit, tout ça se décrétait par voie d'arrêté. Les arrêtés étaient publiés au journal officiel. Telle personne est placée en résidence, en internement, voilà, et il va subir l'internement à la maison d'arrêt de Cotonou, de ci ou de ça, et de tel jour à tel. La durée est prévue dans l'arrêté. C'est publié, c'est plein dans les JO. Quand vous prenez les JO de ces années révolutionnaires sur le PPB, vous verrez plein de nos compatriotes qui ont connu ça. Donc, ça revient à ce que quelque part, il a un acte administratif à la base. Et la durée est connue. Mais ce truc est sorti de notre arsenal administratif et juridique. Et il continue aujourd'hui d'être... Il est pratiqué aujourd'hui. Bon. Et ce n'est pas... Le problème que ça pose, c'est par rapport à un droit humain fondamental. Le droit d'aller et de revenir. Le citoyen doit pouvoir sortir. Il doit pouvoir sortir. Il a des besoins, il doit pouvoir aller les satisfaire, il doit pouvoir recevoir. Donc, mettre quelqu'un en résidence surveillée, c'est restreindre ce droit. Nous préparons le droit de sortir. À la limite, c'est une interdiction du droit de sortir. Mais une restriction du droit de recevoir. Celui que tu dois recevoir, désormais, c'est l'administration qui doit contrôler celui-là et l'autoriser à venir te voir. Mais une interdiction de sortir, toi, tu ne peux pas sortir. Bon, tout ça analysé au regard du droit international, selon le degré de la mesure, ça pose un problème. Parce que si nous prenons le cas dont vous parlez, il n'y a eu aucun acte officiel, rien du tout. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, la légalité interne n'est pas remplie et la légalité internationale s'ensuit comme n'étant pas remplie. C'est ça. Est-ce que des personnes ne peuvent pas se retrouver à dire on dit Boni Yahi, je suis en résidence surveillée, est-ce qu'il est sorti, on lui a interdit de poursuivre son chemin? C'est pourquoi il fallait un acte. C'est pourquoi il fallait un acte. Et j'ai dit tout à l'heure, même sous le régime de Pierre Pébé, il a des arrêtés. Moi j'ai plein d'arrêtés des anciens ministres de l'Intérieur, dans les JO, les agents, les Oudogans font publier dans les JO. C'est qu'il faut un acte administratif et dans les conventions internationales, cela est prévu. C'est-à-dire que on ne peut pas limiter un droit. Vous voyez, c'est les sorties qu'on lui a limitées là. Supposons qu'une nuit, il fait une crise. Et ses proches doivent le conduire dans un hôpital. En urgence. Mais sachant que les forces de l'ordre ont occupé tout autour de lui, il faut comment? Voudront-ils prendre le risque de le sortir dans une voiture, dans un état de crise, vous dites nous allons à l'hôpital? Comment ils vont faire? À qui ils vont s'adresser? À quelle autorité ils vont s'adresser? La mort va s'en suivre. Vous voyez, quand on pose un acte qui attaque un seul droit humain de l'homme, cela a pour conséquence imprévisible qu'on ne s'en rend pas compte. Cela peut se dérouler sur tout un autre ensemble de droits humains. Je vous ai donné le cas de la maladie maintenant. Il peut être dans son salon avec la famille. Même pas une nuit, un jour, de connaître le malaise. Il fait comment? Donc, c'est pourquoi je dis, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est sérieux. Et les intellectuels devraient pouvoir, dans une certaine mesure, donner de l'éclairage. Comme ils le font d'ailleurs même, l'éclairage à nos gouvernants, pour que nous puissions savoir là où aller et là où ne pas aller, et quelles peuvent être les implications des actes qui se posent. Je vous ai dit, il fait un malaise et il tombe, et on ne peut pas le faire sortir, la mort s'ensuit. Qui sera responsable? Qui aura dû être responsable? Voilà. Quand on est dans ce genre de situation, à qui se plaint-on? Qu'on soit citoyen d'un pays dans lequel il n'y a pas officiellement d'état d'urgence décrété, mais quand on remarque une présence
ultra militaire, qu'on soit chez soi et qu'on remarque qu'on ne pourra plus sortir parce que tout autour de sa maison, il y a des policiers, des militaires qui sont en faction. À qui se plaint-on, Maître Paul Kato Atita? On s'en remet à Dieu en attendant que la volonté de ceux-là qui ont déployé ce dispositif ne soit autre. Je veux dire quelque chose. Tout ça aurait dû être réglé, géré par la Cour constitutionnelle. Malheureusement. Nous avons des ONG qui interviennent dans le truc des droits de l'homme. Mais quel est leur pouvoir aujourd'hui, leur puissance aujourd'hui? Problème. Au plan international, les institutions réagissent, mais réagissent souvent aussi avec un retard. Point d'interrogation. Alors, la question que vous posez donc revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui se fait, c'est comme une bombe à retardement qui risque de rattraper beaucoup de gens plus tard. À un moment où ils auraient même oublié, ils auraient oublié qu'ils ont posé les fonds hauts fonctionnaires, certains seraient dans la retraite. Fatigués, 70 ans, 80 ans. Si la crise là, on n'arrive pas à stopper ça net, et ça évolue, laisse des conséquences graves, ils vont recevoir peut-être un document d'une juridiction internationale. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, 15 ans. Parce que tout ça va aboutir à des infractions imprescriptibles. Alors, aujourd'hui donc, si j'en reviens à votre situation, à qui on se plaint, à qui on va se plaindre dans les faits. Les conventions ont prévu. Les mécanismes de contrôle existent, mais malheureusement ne sont pas aussi efficacement, promptement opérationnels. Et je ne vais pas trop m'appesantir sur le cas de Yahi Boni, parce que je ne vais pas donner l'impression que je suis avec vous par rapport à lui. Et cependant, dans l'une de ses correspondances, pour répondre à votre question, qu'il aurait adressée à ses pairs de la CEDEAO, il a posé le problème de penser à sa sécurité et à la survie de sa famille. C'est ça. Mais c'est une phrase qui peut paraître banale, mais qui résume toutes les implications de ce que je dis au plan des droits humains et de ce qui peut arriver. Et j'ai dit tout à l'heure, supposons un instant qu'il fasse un malaise et qu'on doit le conduire quelque part sur le BDC. Ce qui n'a pas pu se faire parce que lui n'a pas le droit de sortir. Et lui ne peut recevoir que des gens que l'administration autorise à venir le voir. Qui en serait responsable? Ça, il l'a annoncé en termes très précis dans cette correspondance à ses pairs. C'est un véritable problème qui se passe ici, dans notre pays. Et les gens, j'entends, ce n'est pas une question de partisans. Nous sommes en face d'un problème de droit, des tests nationaux, tests internationaux, de ce que peut être la responsabilité de chacun de nous. Chaque responsable d'institution, si cette crise continue et laisse des traces graves, ne soyez pas surpris qu'un jour, au plan international, des responsables d'institutions soient interpellés. Est-ce qu'on ne dira pas en ce moment-là que c'est une chasse aux sorcières? Ah non, ils auraient manqué à leurs obligations vis-à-vis du droit international. Ce sont des gens, comment un régime passe, un autre vient, cherche à faire un... Ça, c'est le national, ça. Ce que je dis, c'est l'international. L'international n'a rien avec eux, n'a rien avec les chasse aux sorcières. Pas du tout. Qu'est-ce que, à tel niveau, vous aurez dû faire pour qu'il n'y ait pas de crise politique au Bénin? L'avez-vous fait? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ils seront entendus. Ils vont être expliqués, ils vont s'expliquer à tous les niveaux. La démarche internationale est ça. Mais qui n'est pas la même démarche au plan national. Au plan national, tout au moins, vous avez cité le nom d'une institution. La Cour constitutionnelle aurait dû nous éviter tout ça. Ah oui, aurait dû nous éviter ça. À l'étape actuelle des choses, où je suis béninois, j'en viendrai à des questions de ces béninois, pas des particuliers qui sont interpellés, qui sont en détention pour la plupart aujourd'hui. Est-ce qu'au plan national, un citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle, par exemple, et dire que voilà ce que nous constatons, tout porte à croire que nous sommes dans un état d'urgence, alors que ça n'a pas été décrété. Oui. Prononcez-vous, cher conseiller à la Cour. Oui, on est même l'état d'urgence, vous êtes allé trop loin déjà. Ça peut se faire, mais c'est trop loin déjà.
la cause du problème. La cause du problème, elle aurait dû éviter la cause du problème. Le préambule de la Constitution de 1990 n'autorise pas la dissolution. La Constitution de 1990 est une constitution bien mûrie par les intellectuels béninois. Et cette constitution, aujourd'hui, si elle avait été suivie à la lettre, ces deux lois qui posent problème aujourd'hui au Bénin n'auraient pas dû être votées ni déclarées conformes à la Constitution avant d'être promulguées. Alors, ça, c'est l'analyse du scientifique. C'est cette Constitution-là, dans son préambule et dans certaines de ses dispositions, a fixé le socle. Mais c'est en voulant sortir de ce socle, d'une manière subtile, que nous avons des problèmes. Mais nous avons des gens qui sont chargés de contrôler ça. Comment ils ont contrôlé pour qu'on en arrive là? Je dis, je ne vois pas. De mon expérience, Vous semblez situer les responsabilités là, maître. De mon expérience professionnelle, je ne vois pas comment un juge international peut connaître du cas du Bénin sans faire des interpellations à divers niveaux. Je ne vois pas. Parce que nous voyons déjà les bases posées, puisqu'il y a quelques Béninois qui ont saisi jusqu'à la Cour pénale internationale sur la situation du Bénin et ont demandé à la Cour pénale internationale de s'intéresser au cas du Bénin. Bon, le moment venu, chacun va aller répondre de ses actes. Tout simplement. Je disais, vous semblez situer les responsabilités. Donc, la Cour constitutionnelle, à l'étape actuelle des choses, est aussi responsable de ce qui se passe, tout comme l'Assemblée nationale, tout comme l'exécutif. Mais les lois là n'auraient pas dû être votées ni déclarées conformes à la Constitution. Vous voyez, au plan scientifique, vous avez vu une lettre des scientifiques qui a circulé. Entre autres, Maître Robert Dosso. Et tout ce monde intellectuel là. Mais la démocratie béninoise est un symbole au plan international. La conférence nationale, c'est un symbole au plan international. La démocratie béninoise est le socle fondateur de la démocratie dans les autres pays de l'Afrique noire francophone. Même si les autres pays n'ont pas réussi comme le Bénin. Et les scientifiques, dans leur analyse politique sur le Bénin, font toujours référence à cette constitution. Vous allez au campus à Calavi, à Para, vous lisez les travaux des chercheurs, des professeurs, qui sur les institutions béninoises, tout ça. Mais la constitution du Bénin est en éloge. C'est le point de départ. Vous ne verrez pas quelqu'un écrit 3 par 4 pages sur la constitution en Afrique, ceci en Afrique, sans faire retour à ça. Notre constitution, notre démocratie n'appartient plus au Bénin seul. Notre démocratie appartient déjà à une communauté de peuples et de nations. Et on en est sorti, on est en train de l'écarter, sortir de ça. Scientifiquement, c'est ça que les gens ont exprimé. C'est des scientifiques, c'est des intellectuels, ne sont pas des politiciens. On peut leur prêter d'image. Non, c'est scientifique. Vous savez qu'en politique, quand on trouve en face de soi des personnes qui tiennent d'autres langages, d'autres propos... C'est scientifique. On peut dire d'elles que c'est des opposants. Non, pas du tout. Qui sont pas du tout. Les Américains, des Français, des anglophones au Nigeria, Londres, tout ça, etc. Une centaine d'intellectuels du monde. Il faut lire les ouvrages pour voir comment la constitution du Bénin, la démocratie du Bénin est mise en relief. C'est la constitution, c'est sorti du patrimoine national. Donc ça ne peut pas passer inaperçu. Lorsque vous parlez d'état d'urgence, de tout ça, les gens le savent. Et ça choque l'esprit de savoir qu'un pays qui est devenu, dont le système politique est devenu un bien commun, pour ne pas dire à l'humanité, un bien commun, est en train de sombrer. C'est ça. Nous allons parler de ces partis, de ces Béninois lambda, comme on le dirait, qui sont interpellés de plus en plus. Des anciens députés ont dû comparaître devant des institutions policières, des commissaires, sur des rumeurs qu'on aurait entendues, des manifestations qu'ils seraient en train de projeter. Au meilleur des cas, on les laisse sous convocation et ils retournent chez eux en attendant la prochaine présentation.
d'autres Béninois qui n'ont visiblement pas de poids dans la balance parce qu'étant Saint-Béninois, n'ayant pas un passé d'acteur politique qu'on pourrait chercher à faire prévaloir, sont déposés en prison parce que vous avez écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qui serait critique. Il suffirait de ça pour qu'on vienne vous chercher. Ces derniers jours, on a entendu d'autres Béninois qu'on est allé chercher chez eux, certains devant des écoles que je ne voudrais pas citer de nom particulier. Quand on se retrouve dans cette fragilité ou devant un procureur, on vous dit on va vous déposer en prison. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que eux puissent pouvoir envisager des voies et moyens pour les défenses? C'est ça là, c'est ça là. C'est normal, c'est du droit de l'État, du gouverneur de le faire. Mais je reviens toujours sur la cause. Ce mécanisme, ce système de rechercher d'aller interpeller des gens, des hommes pour les entendre par anticipation, tout ça, le gouvernement peut le faire. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que tout ce qui se fait aujourd'hui au Bénin, dans le cadre de la protection de l'ordre public par nos gouvernants, il faudra les analyser comme un couteau à double tranchant. Le gouvernement s'en sortirait grandi si rapidement la crise est maîtrisée. La crise est maîtrisée, le calme revient comme avant et tout devient net. Mais si la crise n'est pas maîtrisée et que la crise doit continuer et le calme, la paix doit toujours être perturbée, toutes ces mesures qui sont prises là, interpellation ici, interpellation là, convoquer les gens à la police, convoquer les gens ici, et déploiement des forces de l'ordre, va s'analyser, c'est ce que j'explique, va s'analyser parce que quand la crise va perdurer, nous allons aboutir à une gravité de la situation. Aujourd'hui, nous sommes encore au plan préliminaire, hein, tout ce qui s'est passé à Kadian, tout ça là, c'est le plan préliminaire. Vous pensez? Bien vrai, il a eu des morts d'hommes, c'est vrai, mais le plan préliminaire, mais il y a des crises plus graves que ça. Mais si ça se poursuit, la gravité, les Béninois même vont la vivre. Alors, et à ce moment-là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, et c'est pourquoi je dis même tout ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, dans les institutions qui aura dû jouer leur rôle, je dis au plan international, c'est la gravité qui va retourner vers l'international. Et lorsqu'on va se retrouver à l'international, tous ces déploiements des forces de l'ordre, toutes les interpellations qu'on voit là, va s'analyser au détriment de nos gouvernants comme participant à un plan d'anéantir un groupe politique. C'est cela, c'est la démarche et c'est la présomption de responsabilité. Et ce serait au gouvernant de se défendre à ce niveau-là. Mais Paul Katouatita, pendant ce temps, des Béninois seraient déjà déposés en prison, seraient déjà condamnés. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez? Ils subissent cette fatalité. Ils seront défendus par des avocats au plan béninois devant nos juges. Des avocats que le même État aurait commis parce que pour la plupart, ils seront défendus et ensuite on verra. Ils n'auraient certainement pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Ils seront défendus, mais qu'est-ce que vous pouvez? J'ai parlé tout à l'heure de climat de terreur. Le juge pénal international, il analyse ça. Est-ce que tout ça, vous le faisiez dans quel but? C'est ça, hein? Vous le faisiez dans quel but? N'était pas de créer la terreur et de faire taire. Et cela devient une circonstance aggravante pour les gouvernants. C'est comme ça partout. Ce que je dis là, je ne vante rien. C'est quand vous lisez les décisions des tribunaux internationaux. C'est tout ça, les points d'analyse. Dans la foulée, Maître Paul Katouatita, nous avons Mais entendu, malheureusement, ce n'est pas pour maintenant. Nous avons entendu dans la foulée donc, des propos lors de sorties d'officiels, je vais dire, des membres du gouvernement. La dernière sortie, celle du ministre de la Santé, qui parle des Béninois qui ont été interpellés, ceux qui ont été interpellés pendant les manifestations, et qui seraient insensibles à des soins et qui amènerait à une situation qui amènerait à ce qu'on fasse des analyses toxicologiques. On parle de consommation de delta 9 tétrahydrocannabinol, si ma mémoire m'est fidèle, et tout ça. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des arguments qu'on chercherait
pour certifier l'usage de la force qu'on est en train de déployer. Rien ne justifie, au niveau du droit international, rien ne justifie, au regard des conventions internationales, que l'on puisse faire usage d'armes réelles, d'armes à balles réelles sur une population. Que les gens soient drogués ou pas drogués, absolument pas. Et même le terrorisme, vous savez, les chercheurs, les savants en matière de droits de l'homme disent et ne cessent de le dire, hein, que même le terrorisme, en cas de terrorisme, les droits humains doivent être observés. C'est un sommet de tout. Prendre une arme et tirer à balles réelles, c'est contraire à ce qui est d'humain. Et c'est l'origine là, c'est ça, contraire d'humain. Donc même en cas de terrorisme, la doctrine en droit de l'homme n'est pas favorable à cette théorie de terrorisme. N'est pas favorable. La réalité oblige les forces de l'ordre face aux terroristes de faire usage. Cela est vrai. Mais la doctrine ne l'accepte pas. Parce que n'avez-vous pas un autre moyen de le faire? J'allais vous le demander, est-ce que ces forces de l'ordre alors vont... N'avez-vous pas un autre moyen de le faire? Et voir cela incendier des sociétés? N'avez-vous pas un autre moyen de le faire? Et sans oublier la cause. C'est-à-dire que aucune analyse d'une situation conflictuelle comme celle du Bénin ne peut se faire sans se référer à la cause. Donc cette cause dédouanerait tous les actes de vandalisme non, la cause là est une faiblesse pour les gouvernants. Que nous constatons. La cause là est une faiblesse pour les gouvernants. On peut au nom de la cause justifier des actes de vandalisme? La cause est une faiblesse. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les années 60, lorsque les Nations Unies ont voulu débattre du crime du terrorisme, plusieurs pays ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ces résolutions que vous prenez là, parce que nous n'avions pas autre moyen de nous faire entendre. Nous ne pouvons pas aller voir un juge dans la justice. Aucune autorité ne nous donnerait raison. Nos gouvernants nous ont barré la route partout, tel que nous n'avons plus à qui nous plaindre, qui va nous entendre, qui va nous écouter. Et à partir de ce moment, les seuls moyens qui nous arrivent, c'était des attentats. L'ANC n'a jamais voulu, l'ANC a été formelle sur ça. Il faut, c'est dans les ouvrages, hein. Être formel sur ça, il n'a pas autre moyen que ça. Lorsque vous contraignez un peuple, et vous le contraignez à lui arracher tout moyen de se faire entendre, il agit d'une manière inattendue. Ça a été le cas avec l'ANC là-bas, où on a dit que l'ANC faisait des attentats. Ils l'ont expliqué aux Nations Unies. Et j'ai dit, des puissances les ont soutenus. Et d'autres pays, les pays de la ligne de front, en Afrique du Sud, ont dit qu'ils ne peuvent pas adhérer à ces résolutions. Parce qu'eux n'avaient pas d'autre moyen de se défendre que ça. Allez, donc, quand vous prenez les crises politiques, c'est toujours la base, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure que nous avons des institutions qu'on a dû jouer le rôle. Mais qui ont joué quel rôle? C'est ça. Donc, la cause ne peut pas échapper à un juge pénal international. Nous allons nous ouvrir aux questions des auditeurs si... Au plan national, c'est autre chose. Hein. Mais au plan international, le droit international donc, va prendre en considération tous ces aspects que vous avez soulevés jusqu'ici. Paul Katouatita, encore une fois, merci d'être présent sur nos antennes pour répondre à ces questions d'actualité. 64 44 02 44 66 75 72 72. Mesdames, Messieurs, l'antenne est désormais à vous pour vos questions à notre invité. Déjà un auditeur en ligne, Mohamed Liamidi l'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Zachary Egonleti. Vous nous appelez d'où, monsieur Egonleti? J'appelle depuis Kabis. Vous avez l'antenne. Monsieur Katouatita, bravo à vous. Ce combat, c'est un combat de vérité. Vous avez tout le temps démontré que nous sommes dans une relation de cause à effet. Quelqu'un a écrit « Bound to violence ». Le devoir de violence. Monsieur Katouatita, aujourd'hui, dans le cas d'espèce, à quel se vouer où, manifestement, il n'y a personne qui puisse donner raison aux Béninois. Deuxième préoccupation, monsieur l'invité, le 15, on va installer l'Assemblée.
quelle configuration, à quoi peut-on attendre selon vous? Troisième question. Si vous étiez donné le pouvoir de régler la crise, que feriez-vous? Merci. Merci à vous, monsieur Egmoleti. Nous allons continuer par recevoir les auditeurs au téléphone. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Tagelotou. Oui, bonjour, monsieur. Mathieu Rontonou. Vous avez l'antenne, monsieur Rontonou. Monsieur Kato Akita, bonjour à vous. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous. Oui. Oui, et dans cette courte phrase, vous l'aurez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Que pensez-vous de cette phrase? Deuxième question. Est-ce qu'il est possible qu'on réveille celui qui ne dort pas, ou entre un sou ou celui qui se fait sous, quelle différence faites-vous? Et troisième question, est-ce que le gouvernement vous écoute, pour ne pas dire nos dirigeants vous écoutent, à travers vos multiples passages sur des canaux, et que nous vous suivons très bien? Est-ce qu'ils vous écoutent? Sinon, jusque-là, avec la situation actuelle que nous vivons, à quoi pouvons-nous attendre? Ça rejoint la question de notre auditeur de Yamachuron. Vous en avez posé 3. On va se limiter à vos 3 questions, monsieur Rotono. Non, ça passe. Si c'est ça, alors ça passe. Je demanderai à monsieur Tato Akita, comparativement à ce qui se passe à Kadian avec le président Boni Yahi, est-ce qu'il est possible dans un pays démocratique que ce genre de choses se passent et les présidents de l'Afrique ont attiré l'attention de il en a parlé déjà, Mathieu Rotono. Merci. Avant, on va se contenter de vos 3 premières questions déjà posées. 64 44 02 44 66 75 72 72. C'est pas l'un ou l'autre de ces numéros que vous allez pouvoir intervenir, donc poser vos questions à notre invité, Maître Paul Kato Atita, avocat au barreau du Bénin, spécialiste des questions de droits de l'homme. Il opine sur le dispositif, surtout militaire, état d'urgence dans lequel on semble se retrouver. Il a dit oui, c'est le cas. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Guy, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. On m'appelle Gérard Rouponou, depuis Adjoum. Vous avez l'antenne, monsieur Rouponou. Merci beaucoup. Alors, chaque fois que vous êtes reçu sur des chaînes de radio, de télévision pour des débats, c'est avec plaisir que je vous suis et je constate que vous faites toujours une analyse parfaite. Maître, si aujourd'hui le gouvernement, en l'occurrence son chef, acceptait un dialogue de vérité, pensez-vous qu'il accepterait la dissolution de cette assemblée si l'opposition faisait cette proposition? Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Rouponou. Un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 64 44 02 44 66 75 72 72. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous avez au téléphone président Soa Takon. Vous avez l'antenne, monsieur Atakon. Ok. Maître Kato Akita, bonjour. Bonjour. Je vous décerne aujourd'hui le statut de l'éclaireur Bénin. Monsieur Kato Akita, j'ai du plaisir à vous entendre, mais j'ai 3 questions à vous poser. La première question, qu'est-ce qui peut justifier les institutions internationales qui sont venues au Bénin? Je veux parler de la CEDEAO, de l'ONU avec le secrétaire, toutes ces visites-là. Qu'est-ce qui peut justifier le silence aujourd'hui? Vous pensez que ces institutions sont silencieuses? Oui, jusque-là, on n'a pas encore rendu public le rapport. Vous pensez? Ils ont rencontré le chef de l'État, ils ont rencontré les forces politiques bien avant les élections. Il y a quelques communiqués qui ont circulé, hein, monsieur Atakon. Bon, je ne suis pas encore au courant de ça, mais quel est leur avis final sur ce qui s'est passé là? Je veux parler de l'élection du coup de forcing là. Deuxième question.
qu'est-ce que le Bénin peut recevoir comme sanction à l'égard des institutions financières internationales comme FMI, Banque mondiale, lorsque cette assemblée monocolore sera installée le 15 prochain? Troisième question pour finir. Comme M. Kato Atita est aujourd'hui défenseur des droits de l'homme, on aurait appris qu'il a été avocat d'un honorable dont le mandat est encore en cours. Alors, je voudrais lui poser la question de savoir, est-ce qu'une institution internationale est saisie pour défendre les droits de l'honorable Atao Remro? Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Danso Atacon. Ça sonne toujours au téléphone. Bonjour. Monsieur Sapignon Diassou, Oui, bonjour, monsieur. j'ai oublié une question. Ahmed Kato Atita. Là, c'est Monsieur Egouleti Zakari. Monsieur Egouleti, oui. Vous en avez quand même posé suffisamment. On vous laisse poser rapidement la question. Oui, Ahmed Kato Atita. oui, Si, par un véritable coup de théâtre, oui, on venait à annuler les élections, oui, dans quel état se retrouverait-on? oui. Merci. Merci à vous, monsieur Egouleti. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. À qui, avant de l'honneur, s'il Johnson vous plaît. Robert, je vous appelle Désert. Votre nom, s'il vous plaît? Johnson Robert, je vous appelle Désert. Robert Diosso. Et Nous vous écoutons. je salue beaucoup votre invité. J'admire ses propos. J'ai eu une seule question à lui poser. Je voudrais lui dire, est-ce qu'une seule hirondelle peut faire le président? Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Diosso. Monsieur Sapina. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Il est parti. Bonjour. Oui. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Anselmo Pendor, depuis Calavi. Vous avez l'antenne, monsieur Peña. Je salue monsieur Kato Atita. Je voudrais poser seulement trois questions. La première, monsieur Kato Atita, est-ce que nous avons accepté que les institutions internationales jouent le médecin après la mort dans notre pays? Deuxième question. Entre-temps, nous avons appris, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces actes que le gouvernement est en train de poser dans notre pays, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que ça date depuis l'arrivée du gouvernement actuel, on commence la violence faite sur la population. On constate, mais on n'entend rien. Les sociétés civiles, est-ce qu'ils existent encore au Bénin? Est-ce que les Béninois peuvent avoir confiance encore à la société civile? Deuxième question. C'est la troisième plutôt que vous allez poser là. Voilà. Est-ce que si l'Assemblée aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les députés là, ceux qui acceptent à accompagner le gouvernement avec ce mauvaise, c'est-à-dire pratique dans notre pays, est-ce que les Béninois, quel est le sort de ceux-là qui a accepté d'accompagner le gouvernement avec ça? Personne ne peut pas. Comment on peut faire aujourd'hui pour sauver notre pays? Je vous remercie. Un dernier auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, on m'appelle Clément Setonji, depuis l'arrondissement central de Samakoyi. Votre Je question. voudrais demander à votre invité, le japonais Paul Kato Atita. Lui, il est aux côtés de l'institution internationale maintenant. Est-ce qu'il peut nous recevoir encore au barreau, puisque c'est lui qui nous aide. Il est avocat au barreau béninois. Il parle de son expérience au niveau international aussi. Il ne voudra pas dire qu'il est fermé désormais à vous. Parce que nous, on en a besoin de lui dans nos problèmes. Hein. Il est toujours disponible, ne vous inquiétez pas. Bon, ça me fait plaisir. Deuxième question. Quand
les tapages que font nos dirigeants aujourd'hui, quand demain va s'investir sur eux maintenant, est-ce qu'il ne va pas encore les défendre? Les Béninois n'aiment pas qu'on s'acharne sur celui qui s'est acharné contre la population, comme ce qui se passe maintenant. Voilà ma question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, si je parle, c'est un jargon, c'est un français jargon. Je vous ai compris. On vous aura compris, M. Clément Setangui. Merci, maître. Nous allons revenir en studio parce que je le disais, c'était notre dernier auditeur pour pouvoir laisser le temps à notre invité de répondre aux questions. Maître Kato Atita, vous les avez écoutés, les auditeurs, chacun avec ses questions. Je vais vous laisser y aller. Je prends M. Zakari Egonleti et pour sa première question, ce que j'ai compris, c'est qu'il se demande s'il n'a personne pour... donc il a dit s'il n'a personne pour donner raison aux Béninois et face à la crise, etc. À quel sens se vouer, disait-il, entre autres? À quel sens se vouer? Disons que si c'est donner raison aux Béninois, j'entends pas Béninois, peut-être l'acte qui a été posé au Bénin, c'est-à-dire les élections, ce qui s'est passé, etc. Bon, je l'ai déjà dit, je l'ai martelé. Au plan scientifique, il serait très difficile d'admettre que ces deux lois, qui sont à la base de la cause de notre crise aujourd'hui, sont conformes aux principes internationaux. Au plan scientifique. Au plan politique, c'est autre chose. Et à partir de ce moment-là, il est normal que, au plan international, des hommes avertis qui ont une expérience de la pratique internationale, des conventions internationales, des institutions internationales, de la jurisprudence internationale en matière de droits de l'homme, comme également en matière de droit pénal, puissent nous donner raison. Ça, au plan scientifique. Maintenant, le reste, les politiciens, ils ont leur logique. Si vous devriez régler la crise, Maître Paul Kato Atita, que feriez-vous demander aussi Zakari Egonleti? La réponse est simple, scientifiquement. Scientifiquement, c'est qu'il n'y a pas eu élection. Et ces lois ne devraient pas exister. Scientifiquement. Le reste, c'est politique. Le reste, c'est politique. Si, par exemple, ça rejoint d'ailleurs son autre question, le 15 mai, on sait que l'actuelle législature finit son mandat. Les députés élus sont annoncés pour être installés le 16 mai. Déjà demain, je crois, du côté de l'Assemblée nationale, il leur est demandé de venir chercher leurs attributs, ce qu'ils porteront le 16 pour leur installation. Quand on va annuler ces élections, on se retrouverait dans quel état? Je réponds d'abord à cette question que j'ai déjà donné la réponse au plan scientifique. Il parle de l'annulation des élections. Oui. Non, ce n'est pas par rapport... Moi, ma réponse n'est pas donnée par rapport au 15. Je dis ce qui aurait dû scientifiquement, ce qui devrait être fait. Il ne devrait pas avoir ces deux lois. Il ne devrait pas avoir deux lois, les lois sur qui a modifié la charte des partis politiques, le code électoral. Il ne devrait pas avoir une élection le 28 avril. Non pas dans le cadre des politiciens, mais je dis ce qui est... Parce que au plan de conventions internationales, au plan des principes internationaux, les populations, les citoyens, toute personne a droit à prendre part à la gestion des affaires de son pays. Et ces lois-là limitent drastiquement la participation des citoyens. Les conditions que comportent ces lois-là sont à l'analyse substantielle des conditions antidémocratiques. Substantiellement analysées dans leur fond. Les critères sont trop compliqués. Les critères sont trop compliqués et ne sont pas favorables à une participation massive. Or, la démocratie, c'est sur cette participation massive. La restriction qu'impose cette loi-là, c'est énorme, c'est vaste, c'est contraignant. C'est pourquoi je dis au plan, regarde, analyser substantiellement. Par rapport aux principes internationaux, ces deux lois n'auraient pas dû exister. Bon, c'est ces deux lois qui posent problème aujourd'hui. Il a parlé de configuration, ce qui va être la configuration de l'Assemblée quand ces élections vont venir. Alors, ça dépend. A priori,
le contexte des élus actuels, a priori, c'est que nous nous trouverons dans un Parlement certainement sans opposition. À moins qu'en leur sein eux-mêmes, là-bas, les jours passant, les semaines passant, les mois passant, qu'il y ait des dissensions en leur propre sein, et du coup, de manière inattendue, une opposition parlementaire se crée en leur sein. Vous pensez que cette opposition pourrait être légitime parce qu'elle n'a pas été portée par les électeurs à la base? Moi, je parle en scientifique et je dois analyser tous les aspects. Ce qui n'est pas exclu que rentrant là-bas à 83 députés, acquis pour un homme au pouvoir, en leur sein, il y a des dissensions et qu'il y ait donc un groupe qui se dégage, s'affirme opposant. Cela est possible. Je dois analyser tous les aspects de la chose. Alors, si tel est le cas, les dégâts seront moindres. Mais si cette hypothèse ne se réalisait pas, les dégâts seraient graves. Parce que n'oubliez pas, c'est l'Assemblée qui désigne beaucoup de gens. Beaucoup de choses dans le pays se font à partir de l'Assemblée nationale. Alors, il y a Mathieu Cantonou qui posait certaines questions qui appellent des réponses évidentes. Est-il possible de réveiller celui qui ne dort pas? Ça, c'est oui. C'est possible, celui qui ne dort pas, est-ce qu'il est possible de le réveiller? La personne ne dort pas, on veut la réveiller. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Ça, ce sont des propos sur lesquels je voudrais votre avis. Est-ce que les gouvernements vous écoutent? Les gouvernants vous écoutent? Disons que la première question, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez pas faire, qu'il m'excuse de ne pas répondre à ça, pour la simple raison que c'est des appréciations politiques. Et comme je le dis très souvent, je suis très réservé par rapport à ces problèmes politiques. Alors, est-ce qu'il est possible de réveiller celui qui ne dort pas? Oui, je comprends ce qui est dit, c'est difficile. Je comprends ce qu'il veut dire par là, et des efforts de médiation, tout ça. Et qu'il m'excuse également de ne pas rentrer en profondeur. Je ne voudrais pas porter un jugement de valeur sur la personne du chef de l'État, etc. Voilà. Est-ce que nos gouvernants nous écoutent? Pas seulement dont ils parlent. Comme vous le dites, les intellectuels viennent toujours devant les radios, les micros, et donnent des points de vue. Tous les intellectuels ne sont pas impliqués dans les problèmes politiques du gouvernement. Il y a ceux qui ont choisi d'être des hommes libres et indépendants d'esprit pour pouvoir faire des analyses en cadre intellectuel indépendant. Et ils sont nombreux. Nous venons ici les uns après les autres. Bon, la suite, nous, on n'a pas d'autres moyens. On ne peut pas aller les forcer. C'est à eux de tirer des éléments, des éclairages que nous portons, que peut-être ils ne savaient pas. Ou peut-être que ceux qui sont autour d'eux ne leur donnent pas, ou oublient de leur donner, ou n'arrivent pas à leur donner. Notre contribution à la gestion du pays s'arrête là. Et personnellement, c'est ce que je fais. Les attaquants qui voudraient savoir si le Bénin, en tout cas, il parlait du silence des institutions internationales. Je précisais déjà qu'il y a eu quand même quelques communiqués après l'émission qui ont pris part ici. Est-ce que le Bénin peut s'attendre à ce que notre pays reçoive des sanctions financières, a-t-il précisé, avec la situation? Ah oui, les sanctions, pas seulement financières, les sanctions existent, peuvent venir des institutions internationales lorsqu'elles vont constater que un pays qui est regardé jusqu'à maintenant comme un berceau de la démocratie en Afrique, au sud du Sahara, est en train à changer de cap, ou est en train de changer de cap, etc., etc. Et le FMI a pris par ici récemment, j'ai fait allusion aux conclusions du Fonds monétaire international. Etc. Et ils peuvent en arriver, c'est une possibilité qui existe. La possibilité existe dans les conventions, et partout. Maintenant, c'est comment mettre en œuvre, comment en arriver à mettre en œuvre. Et ça dépend de ces institutions-là, ça dépend des pays qui prennent l'avant pour dire ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas bon, ne sont pas d'accord. Tout ça, c'est également une question de rapport de force au plan international. C'est une question de rapport de force, ce n'est pas si automatique. C'est un rapport de force. C'est une question de pression. Lorsque des pays donnés se décident pour dire ce qui se passe dans ce pays, le Bénin que nous connaissons, ne sont pas prêts d'accepter, soyez sûrs qu'en une semaine, à 15 jours, 2 semaines, ils vont tout faire basculer. Donc, la communauté internationale évolue parfois
à pas sélectif et suivant les intérêts des grandes puissances par rapport à un système, à un pays ou à un autre. Voilà. Alors, quelqu'un a parlé de dissolution de cette assemblée. Je crois, Gérald Ronconon, le gouvernement va-t-il accepter qu'on dissolve ce Parlement? Bon, tout dépend de ce qui peut arriver. Nous sommes en période de crise et nous ne pouvons pas savoir comment cette crise peut prendre fin. Le sort de ce Parlement dépendra de la manière dont la crise va être gérée et va prendre fin. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Là, c'est Robert Diossou qui le dit. Alors qu'il puisse m'éclairer un peu sur ça. Est-ce qu'il y a quelques voix, votre voix, autre qu'on écoute, est-ce que cette voix seule pourrait faire changer les choses ou est-ce qu'on peut l'interpréter? Alors, moi, quand je viens, je donne j'ai été formé par le pays. J'ai été enseigné par des professeurs béninois qui sont des fonctionnaires béninois qui ont été payés par l'État béninois. Donc c'est notre contribution, c'est ma contribution. C'est ma contribution. Et c'est la contribution également d'autres intellectuels. Ceux qui ont signé la pétition d'hier qui a circulé, c'est aussi leur contribution. La décision appartient aux hommes politiques. C'est une question politique. C'est à eux de prendre la décision qu'il faut. Anselme Pendio, institution internationale, médecin après la mort, violence sur la population, la société civile, son rôle dans cette situation que nous traversons. Il faut dire aussi que la société civile aussi a eu à se prononcer d'une manière ou d'une autre. Votre avis à propos? En général, dans les pays en crise, etc., les ONG jouent un rôle déterminant, et même dans le droit international, jouent un rôle déterminant. Je dirais les ONG qui sont des acteurs même efficaces dans le droit international, le droit de l'homme. Efficaces. Plus efficaces que les États. Plus efficaces. Il suffit d'une ONG ou de deux ONG internationales, par pression, pour amener une grande puissance à s'intéresser plus sérieusement à la situation au Bénin. C'est des structures de pression. Bon, maintenant, à l'intérieur du pays, également, les ONG ont toujours fait également des observations de pression, etc., etc. Maintenant, ça dépend du degré de ces observations, de la manière comment je vais dire, de la manière dont on pourra les faire, la perspicacité, etc., etc. Est-ce que ça ne dépend pas de celui que ces organismes ont en face? Est-ce parce que les ONG au Bénin parlent, ou même des droits humains parlent, mais pour autant ne sont pas écoutés? Voilà. Donc, tout à l'heure, oui, ils ne sont pas écoutés comme nous aussi, quand nous intellectuels, quand nous venons, nous parlons. Bon, mais on éclaire toujours. Moi, je viens de dire beaucoup de choses ici aujourd'hui. Je parie que bon nombre de ces hommes politiques ne savaient pas. Clément Satangi, le dernier auditeur qui voudrait savoir. Et je vais... Oui. Oui, Et je vais agir comme ça pour ne pas oublier, parce que la question de dissolution de l'Assemblée et autres est revenue sous plusieurs formes. Je vais dire quelque chose sur ça. Est-ce peut-être que nos gouvernants ne le savent pas? J'ai dit tout à l'heure que le sort de cette Assemblée dépend de la manière dont la crise va se terminer. C'est une Assemblée qui est élue pour 4 ans, je crois, c'est 4 ans. Hein? Oui, 4 ans. Si la crise devrait perdurer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, personne ne sait, et que l'Assemblée devrait faire tout ce temps, elle aurait légiféré, elle aurait pris des décisions. Mais il ne faut pas oublier que c'est des décisions qui sont prises par une Assemblée dont une partie de la population conteste la légitimité. Et que tout ceci se fait dans une période de crise, si la crise doit perdurer. C'est-à-dire que tout dépend du contexte de comment les choses vont se terminer. Si les choses se terminent rapidement et que les hommes politiques arrivent à s'entendre et trouver une porte de sortie qui donne satisfaction aux uns aux autres, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est passé là jusqu'à aujourd'hui, on peut les gérer et les maîtriser. Mais si ça doit se poursuivre, ces choses, mais finalement, à quoi on va aboutir? Si au final, c'est la majeure partie qui dit que c'est une assemblée illégitime qui prend le dessus, alors là, il y a un risque juridique qui va se poser, qui va être le sort des actes qui auraient été pris par cette assemblée pendant sa mandature, ou pendant la durée, bien sûr, pendant la durée de sa mandature.
Ainsi, ces actes ont été déclarés conformes à la Constitution. Ah non, pas du tout. Promulgués Pas du par tout, le chef de l'État. Aucun acte. C'est-à-dire que la surveillance d'un pouvoir suite à un changement de régime, ça dépend de la manière dont le changement est venu, peut amener à anéantir rétroactivement tout acte pris par une institution lorsque ces actes paraissent au nouveau gouvernant comme contraires à l'intérêt supérieur de la République. Alors donc, nous devons faire attention avec là où nous allons au plan juridique. Parce que il ne faut pas que les gens pensent que ce qui se passe là est banal. Ça dépend de son évolution, de quelle étendue ça va prendre dans le temps. Si vous êtes assiégé par un État étranger, un État X, qui vous gouverne pendant 1 an, 6 mois, 8 mois, et puis promulgue sur votre territoire des lois qui vous paraissent contraires à l'intérêt supérieur de votre République, quand vous l'aurez chassé, quand vous l'aurez institué, le gouvernant légitime, vous ne vous appropriez pas ces actes antérieurs, sa législation. Ça s'est déjà passé plusieurs fois dans différents pays. Vous voyez, les pays qui ont connu des crises, qui ont connu des guerres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, partout, les invasions et autres, les actes posés à des moments donnés, tous ces actes n'ont pas été recueillis. Donc, nous évoluons vers une situation très dangereuse. Et nous devons vraiment prier tous les saints pour ce que nous sommes, si nous avons la voix, que Dieu nous aide à calmer rapidement cette situation-là. Si je vous demandais de donner votre mot de fin en 20 secondes, parce que là, nous avons moins d'une minute. Que la paix revienne dans notre pays et beau pays, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Que les hommes politiques puissent s'entendre. Merci à vous, Maître Paul Katoa-Tita, avocat au barreau du Bénin. Vous êtes spécialiste des questions des droits de l'homme. Vous avez fait prévaloir vos expériences au niveau du droit international. Dans la situation que nous vivons, merci particulier parce que par ce temps qui court, ce n'est pas facile de venir opiner sur Soleil FM, venir donner son avis. Vous prenez le risque avec nous et nous vous disons encore une fois merci, mesdames, messieurs, pour ce numéro de Sans langue de bois. C'est déjà tout. Mohamed Liamini a assuré la mise en onde. Ça tourne bien. C'était un plaisir pour moi d'avoir reçu un accueil favorable chez vous. Merci de nous avoir suivis.